Salut tout le monde, bonjour, merci, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay aujourd'hui. Vous êtes peut-être sur YouTube, vous êtes sur Facebook, peu importe, vous pouvez regarder sur les deux canaux, on va dire. Et ça me fait très plaisir que vous regardiez ce programme, mon programme fait main, de façon toute simple. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup, comme je dis à chaque fois, que vous consacriez une vingtaine de minutes de votre temps à me suivre et à écouter ce que je raconte. Parce que c'est vrai que ça va pas vite, ça va doucement, on prend son temps. On aurait presque envie de boire une tasse de café ou une tasse de thé ensemble. Et peut-être qu'on le fera un jour. Et donc vraiment, je respecte le fait que vous le fassiez. Ouh, là, je suis dans les subjonctifs, là. Je vais finir par me planter. C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. Salut Manon. Tu vas bien, Manon? Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mais je peux pas voir. Ah, il y a une fonction sur Facebook maintenant. Want to know who's watching your live video? Swipe left. Alors, je vais essayer. Ah bah oui, alors. Swipe left, bah j'ai fait. Ah bah voilà comment swipe left. Ah bah dites donc, ça va être sympa ça, si ça tombe comme ça. Il a l'air. Bon, je vais pas m'amuser à faire ça. Chaudement, mais ça va Manon. Et moi, chaudement aussi. Mais là, je suis dans la voiture, il y a la climatisation, donc ça va. Mais dès que je sors, là, c'est sûr, on a là 30, 31 degrés, 32 degrés même. On a 32, là, je regarde sur le tableau de bord de la voiture. Mais donc, en tout cas, merci d'être là. Et merci à tous ceux et toutes celles que je ne vois pas. Je vois qu'il y a du monde. Je ne vois pas vos noms, mais merci d'être là et de suivre ce direct. Alors, j'ai oublié le titre. Qu'est-ce que j'ai mis comme titre? Manon, si tu peux me mettre le titre. Le titre, je ne l'ai pas noté. Mais je sais que le titre est important. Pourquoi tu fais ça? C'est ça, hein? C'est ça le titre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi un jour vous décidez... Merci Manon. Pourquoi un jour vous décidez de faire ci ou ça ou ça? Un truc qui peut paraître fou, un truc qui ne va pas vous rendre riche, par exemple, mais un truc que vous avez envie de faire, qui vous passionne. Et moi, je trouve que le but de la vie, c'est quand même ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, il y a tellement de difficultés. Merci Jean-Marie, salut, la Guyane. Tiens, Bérette, pas Molly. Et pourquoi on fait ça? Par exemple, Jean-Marie, quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, un expert des animaux et de la forêt amérindienne, la forêt amazonienne. Voilà, je cherchais le mot. Jean-Marie, c'est un expert. Eh bien, Jean-Marie se passionne pour ça. Vous avez d'autres passions. Et pourquoi vous allez faire ça? Pourtant, vous savez que ce n'est pas le meilleur moyen de devenir riche, entre guillemets. Parce qu'on devient riche avec de l'argent, mais on ne devient pas riche dans son cœur. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Et j'ai rien à dire à ceux qui ont envie de faire de l'argent. Mais faire de l'argent, c'est facile dans un sens. Hein. C'est facile, il y a des méthodes. Hein. Achetez mon programme en trois parties et vous achetez 3 parties et après, je vous explique comment gagner de l'argent. Et comment j'ai gagné beaucoup d'argent. Oui, on voit ça foisonner maintenant sur Internet. La plupart, c'est bidon. Hein, il y a des bons programmes, je reconnais, mais bon, la plupart, c'est bidon. Salut Jean-Marie. Salut Catherine, ça va? Ben, on va parler de toi dans un instant. Tu le sais. Ah, j'ai soif aujourd'hui. J'ai soif, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous allons dans certaines directions? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que c'est un jour une rencontre avec un mentor, quelque chose? Moi, je crois que c'est un petit peu tout ça qui nous façonne et qui petit à petit fait que nous nous dirigeons dans une direction ou dans une autre. Et puis on devient passionné. Et puis on décide, passionné ou plus ou moins passionné, mais on a envie de faire quelque chose. Et on va dans cette direction. Et malheureusement, je le dis tout de suite, mon avis, c'est que notre société à l'heure actuelle, de capitalisme effréné, on va dire, quelque chose comme ça, capitalisme effréné ne nous permet pas toujours de suivre nos passions. C'est difficile, surtout lorsqu'on ne peut pas gagner bien sa vie, vivre et manger, etc. Catherine, et bien sûr, ça mouline et je n'ai pas le son. Ben, je suis désolé, hein. C'est du côté de chez toi, je pense, parce que les autres m'entendent bien, je pense. Hein. Salut Maribo. Tiens Maribo, qu'est-ce que c'est ce green, tu as un truc de green là? Je ne sais pas ce que c'est. Ben, enfin bref, voilà. Alors pourquoi on fait ça? On va se poser la question sur plusieurs histoires, d'autres certaines très courtes, et je vais commencer par ça.
Cette image, c'est le moment suspendu du jour. Regardez-moi ça. Vous n'allez pas bien la voir parce qu'il y a le soleil autour, mais je la posterai sur la page Le Mérite à venir à laquelle vous pouvez vous abonner. Et en même temps, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à partager immédiatement ce direct. Pourquoi? Parce que ça peut être utile à quelqu'un parmi vos connaissances, parmi vos amis, parmi tous ceux qui vous suivent. Allez-y, ça ne vous coûte rien et moi, ça me permet de partager les informations, de partager les bonnes nouvelles et de partager aussi ceux qui hésitent à franchir le pas et à ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Salut Claire, tu vas bien? Josette, merci beaucoup Josette. Et quelqu'un d'autre, je ne vois pas le nom, qui a partagé. Et Claire, quand est-ce que tu nous fais une coloration arc-en-ciel? Salut Manon. Bah, tu es revenu alors Manon, tu les as perdus. Voilà la photo que je voulais vous montrer. On ne la voit pas bien. Une magnifique halle. Ah, j'ai oublié le nom d'ailleurs où elle se trouve. C'est une halle, vous voyez, des halles, comme on en voit beaucoup dans les villages. Salut Agnès. Dans les villages de France, et cela plus particulièrement dans le sud-ouest. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Salut Marie, tu vas bien? Et on la voit pas bien, mais elle est magnifique. Je suis jamais allé, c'est pas loin de chez moi, un jour j'irai. Et j'admirerais tout l'ouvrage qui est là, les siècles qui ont passé, les gens qui se sont succédés dessous pour vendre leurs produits qu'ils avaient récoltés. Parce que là on parle d'agriculture, on parle de culture, etc. Oui, oui Claire, hein, j'oublie pas ça. Hein. Et cette photo est magnifique, elle a été prise par Catherine. Catherine qui est parmi nous, mais qui a du problème pour entendre. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je me demande pourquoi ces gens-là, à l'époque où ils l'ont fait, ah, ben alors pourquoi elle s'en va? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils se sont retroussés les manches et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, ils l'ont fait pour une raison précise. Et c'est bien de creuser. Mais creuser, salut, ah c'est Eric, c'est Catherine, d'accord. C'est bien de faire ça. Ah, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en vie, ils ont eu des envies. Allez, je reprends ce que je disais. Ils ont fait ça parce que moi, je ne savais pas. Et c'est Catherine, justement, qui m'a appris un petit peu tout ça. Parce que Catherine, qui est là en ce moment, est également une experte. Et elle, son expertise, je vous parlais de Jean-Marie tout à l'heure, expert en forêt amazonienne et en animaux, en flore, etc. Catherine, elle, est experte, et je dis vraiment experte, en bastides. Les fameuses bastides du sud-ouest. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous n'êtes pas du sud-ouest parce que vous ne connaissez pas. Il y a le mot bastide pour dire les maisons un petit peu en Provence, mais il y a aussi les bastides. Les bastides, je ne vais pas vous raconter tout ce que c'était, mais les bastides, c'est un truc formidable qui s'est passé dans le sud-ouest. Je ne savais pas que ça avait existé. Entre, on va dire, excuse-moi Catherine, hein, je vais vraiment, pas rentrer dans les détails, vraiment faire en gros. Ça a duré un peu plus d'un siècle, entre le XIIIe et le XIVe siècle, on va dire. Un truc comme ça s'est arrêté avec la guerre de 100 ans. Ça a été une expansion incroyable de villes nouvelles. C'est-à-dire, c'est des villes nouvelles qui ont été créées dans le sud-ouest. Il y en a eu des centaines qui ont été créées comme ça. Et c'est formidable. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, tout d'abord, c'était des villes nouvelles qui étaient créées souvent dans des lieux qui n'existaient pas, ou alors des lieux où il y avait des sources, ou des lieux qui avaient des villages, mais elles avaient des lois particulières. C'était des sortes de villes indépendantes, c'était des villes où tout le monde, entre guillemets, était égaux, il n'y avait plus de serfs, etc., vous savez, comme à l'époque il y avait encore. Et puis, il y avait aussi d'autres choses, il y avait une organisation locale, et c'était autogéré, et ça me plaît. C'était une autogestion. La ville avait, on élisait des consuls qui étaient élus par les habitants. Vous voyez où je veux en venir? C'était une sorte de petite démocratie avant l'heure ou après l'heure. Je ne sais pas si on parle de la Grèce ou si on parle de maintenant. Mais moi, j'ai adoré ça quand j'ai commencé à lire ce qu'expliquait Catherine, parce que, il y avait tout ça. Et lorsqu'ils construisaient ces bastides ici dans le sud-ouest, c'était pas comme ça au hasard. Ils faisaient des plans. Tout était en quadrillé. Alors j'aurais bien aimé vous montrer les photos, là je les ai pas, mais je vais vous montrer la couverture du livre de Catherine, que je vous recommande parce que c'est vraiment bien fait. Et je ne suis pas payé pour faire de la pub pour Catherine. Je connais Catherine et je sais tout le travail qu'elle a mis dedans pour arriver à réaliser ce bouquin. C'est beaucoup de travail de recherche dans les archives, etc. Mais enfin, grâce à Catherine, vous découvrirez, il faut que je retrouve j'arrive pas à retrouver la page, les bastides, où est-ce qu'il est? Vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Ça c'est bien alors, j'ai l'air malin moi. Où est-ce que je l'ai mise? Là voilà. Ah.
Et regardez bien, d'ailleurs vous allez le voir sur le plan, je vous montre la couverture. Alors on ne le voit pas bien parce que l'image n'est pas précise. Mais si vous regardez bien, voici c'est une bastide. Et vous voyez les plans, un petit peu en carré. Tout est organisé autour de la place centrale. Il y a les halles juste ici. Il y a l'église ici. On pourrait vous dire plein de choses. Chaque maison avait une fonction précise. Et également, chaque habitant devait construire sa maison. Mais enfin, il y avait plein d'histoires qui sont absolument passionnantes et qui ont été un élan qui aurait pu conduire à de belles choses sur le futur de la France et qui ont été stoppées malheureusement à cause de la guerre de 100 ans. Et il y avait des droits au niveau de la justice, c'était vraiment vraiment bien fait. C'était autre chose que le reste de la France, c'était des petites villes, des villes tout simplement qui ont essaimé. Et si je ne me trompe pas, Catherine, ça a commencé avec le village de Cordes, hein, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, je suis à Albi en ce moment, qui est pas loin d'ici, à Cordes, à une trentaine de kilomètres. Un village à visiter vraiment qui est magnifique, si vous en avez l'occasion, si vous passez dans le sud-ouest. Donc, pour en savoir plus sur les Bastides, l'histoire des Bastides, Catherine Reffre, dans les guides du patrimoine, la collection Un autre regard. Vraiment, je vous le recommande, c'est une belle histoire, c'est plein de photos et c'est très bien fait. Pourquoi tu fais ça, Catherine? Voilà la question du jour. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es passionnée. Et même si elle est passionnée, même si c'est difficile de vivre, c'est vrai que c'est pas un roman, c'est pas Guillaume Musso. Mais normalement, on devrait pouvoir vivre ça. Et il y a toujours un moyen. Et j'espère, vraiment, Cordes est un bourg castral. Ah bah pardon. Ça, je vais commencer à dire des bêtises. Salut Mireille, ça va? D'accord. Ça va bien? Et je vais m'arrêter, hein, parce que sinon je vais raconter des bêtises et tu vas me reprendre. Et j'espère vraiment que tu trouveras un moyen de vivre de cette histoire des Bastides en faisant des conférences, des choses comme ça, parce que vraiment tu y as passé beaucoup de temps, je sais que tu donnes beaucoup d'énergie là-dedans, et un jour ça paiera. Et pour t'encourager, et pour encourager tous ceux et toutes celles qui pas se désespèrent, mais qui doutent un petit peu qu'on puisse vivre d'une passion ou de quelque chose qu'on a vraiment envie de faire ou un but qu'on s'est fixé, je vais vous raconter une histoire dans quelques instants. On va aller en Chine, qui va vous donner du courage et qui va vous donner du baume au cœur, qui va vous dire, si lui il a pu le faire, moi aussi je peux y arriver. Bouge pas Catherine, tous ceux qui doutent, vous allez voir ça. Mais avant, j'aurais bien aimé... Ah, attendez, oui, je voulais vous raconter des trucs avant. Ouais, bah, peut-être que je vais pas le faire. J'avais des petites blagues. Allez, quelques petites blagues pour détendre l'atmosphère. Allez. Vous savez les ordonnances des médecins, c'est difficile à lire. Mais maintenant, on a la solution. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée de créer l'alphabet des médecins. On a un alphabet des médecins, donc maintenant, on peut lire les ordonnances sans problème. Et j'ai l'honneur de vous présenter, le plaisir de vous présenter l'alphabet des médecins. Le voici. Alors ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le C, etc., etc. Et là le Z, le Z on le reconnaît bien. Hein. L'alphabet des médecins. Pourquoi ils font ça? J'ai bien aimé Mercedes, tu as partagé quelque chose de beau. Alors je ne vais pas le lire, je vous laisse lire. Ah non, pardon, je l'ai mis dans le mauvais sens. Je vais vous laisser lire ça, c'est magnifique. Et je ne sais pas qui est l'artiste qui a créé ça. Lisez-moi ça. Je lis après. J'enfile l'armure pour bombarder des moqueurs. C'est beau, hein? En voilà un artiste encore, hein? Je sais pas, j'arrive pas à lire Misty ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je recherche qui est cette personne. Mais je trouve ça absolument magnifique. Merci pour les petits cœurs. C'est super sympa. Oui, on en a besoin de personnes comme ça. Moi, je vous le dis, moi. Alors un peu plus... attention, hein. Moi, je regarde pas l'émission d'Hanouna. Vous savez, l'émission, j'ai jamais regardé. Donc, je vois des extraits sur YouTube. Mais j'ai jamais regardé. Il y a une grosse polémique en ce moment. J'ai pas trop suivi avec les homosexuels et tout. Donc, bon, c'est pas triste. Mais Hazel a partagé un truc. Attention, accrochez-vous, hein. Ah, bah alors je le mets à l'envers. Encore une fois. Allez, on y va. Regarder l'émission d'Hanouna et être choqué par sa bêtise, c'est un peu comme manger une tartine de caca et s'étonner de son goût de merde. C'est vrai, hein? L'image est belle.
L'image est belle, on va dire comme ça. Ou l'image, on la ressent bien. Là, on n'a plus de doute. Et vous savez que j'aime bien les jeux de mots avec les marques, on ajoute des petits mots à côté. Celle-là, j'ai même pas besoin de lire. Elle est belle celle-là. En plus, ce qui est marrant, oui, je suis sur le parking, oui, c'est ça, Catherine. Il y a un Darty juste là à côté, là, je le vois d'ici. Elle est bonne celle-là, hein. Elle est bonne, ouais, ouais. Ah, Claire, l'artiste c'est Mystique. J'ai vu plusieurs de ses images, par contre, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Une enquête à faire. C'est bien, hein, c'est vraiment bien fait ce jeu de mots. Merci Claire pour l'information. Et puis, on est tous des romantiques, surtout nous les hommes, enfin, vous aussi les femmes. Et un homme romantique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il écrit des poèmes à celle qu'il aime ou à celle qu'il voudrait conquérir. L'amour courtois du Moyen-Âge existe toujours. Et parfois, on écrit des poèmes, on a du mal à trouver des rimes. Eh bien, justement, Lucien, qui a partagé cette image, a du mal à trouver une rime. Je vous laisse découvrir laquelle. Je suis en train de vous écrire un poème. Aidez-moi à trouver une rime avec douille. J'ai un petit peu honte, mais bon. Elle est bonne quand même, elle est bonne. Et il y a plein de mots en ouille. Non mais il y a plein de mots, hein. Il y a plein de mots. Salut Nadège, ça me fait plaisir de te voir là. Tu vas prendre ton train? Sacré Lucien. Et c'est Estelle, hein, qui avait partagé la blague sur Darty Dancing. C'était bien ça. Sinon, quoi d'autre? Morgane, tu as partagé, je crois que tu étais là tout à l'heure, Morgane. Alors, une que j'ai trouvée excellente. On va commencer par en bas. Tout le monde sait que l'homme sur la Lune était un fake. Eh oui, c'était un fake. Il a été filmé par Stanley Kubrick. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a coûté une fortune à faire ce fait. Pourquoi? Car Kubrick était un perfectionniste et a exigé que tout soit filmé sur place. Bon, je vous la remets en entier. Elle est un peu longue, mais elle était bonne. Salut Mireille, bouille, souille, exactement. Salut Dominique, tu vas bien? Ouais, elle est bonne celle-là aussi. Moi, je l'aime bien. Et puis, je crois que c'est tout. On va s'arrêter là. Et on va tout de suite passer à... Ah si, il y a le selfie stick. Tu sais, le selfie stick, c'est pour faire des selfies avec ce truc, cette canne télescopique qui permet de faire des selfies. Et ben voilà, hein. On fait avec les moyens du bord, regardez. Voilà un joli selfie, vous voyez le selfie stick? Sympa. Bon, j'agrandis l'image, mais quand on n'a pas les moyens, ben on fait comme on peut. Il faut de tout pour faire un monde. Et une dernière, encore Estelle, qui a partagé une belle. Alors on fait l'art contemporain, l'art moderne. Parfois on a du mal à saisir. Vous savez, parfois il y a des tableaux qui sont tout blancs. Il faut chercher la signification. Là on est dans un cas, une exposition avec des tableaux tout noirs. Tout noirs. Mais il y a une explication, regardez. Et comment s'appelle cette série de monochromes sombres? L'étoile noire. Bidouille, andouille, ah bah voilà. Rouille, merci. Vous regardez en dictionnaire? Nouille, papouille, merci Laurence, tu vas bien? Ah là. Pourquoi tu fais ça? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour Catherine, et je l'ai dit pour tous et toutes. Pourquoi vous faites ça? Il y a des gens qui font des choses parfois assez incroyables et assez étonnantes. Et pour tous ceux et celles qui ont des doutes sur ce qu'ils font ou dans la direction qu'ils vont, je vais raconter cette histoire aujourd'hui. On va aller en Chine, qui est assez étonnante et comme je disais tout à l'heure, qui à mon avis, l'ardouille, va vous mettre du baume au cœur et qui va vous redonner du courage. Et moi, je l'espère. Donc, on va en Chine. On va remonter dans le temps. On va aller dans la fin des années 50. En Chine, à la fin des années 50, on est dans le régime communiste, vous savez, avec Mao qui dirige ça d'une main de fer, dictateur.
il y a beaucoup de gens qui sont morts, des millions. Et à la fin des années 50, il s'est produit quelque chose qu'on appelait la Grande Famine de Chine. Et la Grande Famine de Chine, qu'est-ce que c'était? C'était un mélange de plusieurs choses qui se sont produites en même temps. La façon des communistes chinois d'organiser l'agriculture, c'était inspiré des Russes de l'époque, mais une sorte d'exploitation collective, mais très très mal fait. Donc ils ont eu de gros problèmes. Il fallait nourrir des centaines de millions de Chinois déjà à l'époque. Et donc ils sont, à la fin des années 50, ils ont eu ce problème de nourriture, de nourrir tout le monde. Et non seulement il y a eu ça, mais en même temps il y a eu un autre problème, c'était la météo. Il s'est trouvé qu'à la fin des années 50, la météo a été soit très mauvaise, soit très mauvaise, soit trop pluvieuse, soit trop sèche. Et on va aller dans un village qui, justement, à la fin des années 50, se retrouve en pleine sécheresse. Et ça, c'est difficile. Le village s'appelle Kaohangba, un village qui est vraiment dans la Chine profonde, à plus de 1000 km à l'ouest de Shanghai. Si vous regardez par rapport au Vietnam, c'est à peu près à 500 km au nord du Vietnam, dans une province dont j'ai oublié le nom, je crois que je l'ai noté, Guizhou, la province de Guizhou. Si vous connaissez, vous voyez tout de suite où c'est. Et dans ce village, on est frappé de plein fouet par la sécheresse. Mais une telle sécheresse, comme on n'en a jamais vu en Chine, donc on est en 59, et 1959, et qui assèche toutes les nappes d'eau phréatique. Si bien que dans le village de Kaohangba, il ne reste plus qu'un puits. Un puits pour plusieurs centaines d'habitants. Et ça, c'est le drame, parce que les villageois savent très bien que tout le monde ne va pas pouvoir à la fois boire, manger, arroser les champs, c'est pas possible, il n'y a plus qu'un puits. Et face à cette situation, c'est un petit peu la panique. Les villageois se réunissent autour du chef du village pour se dire qu'est-ce qu'on fait? La solution qui est la plus logique, c'est de partir, de déménager, d'aller dans un autre village où il y a de l'eau, il y a assez d'eau pour vivre et survivre. Et puis avoir un champ, etc. Mais la difficulté à l'époque, c'était pas facile. Ou alors, l'autre solution, c'est de ne rien faire et d'attendre et d'espérer que ça se passera bien. Mais le chef de village n'est pas d'accord. Le chef du village, il s'appelle Wang Dafa. Je ne parle pas chinois, donc je vais l'appeler Wang. Wang Dafa n'est pas d'accord. C'est un jeune chef de village. Et il dit non, il y a une autre solution. Et les villageois lui demandent, mais alors c'est quoi la solution? Parce que c'est un village qui se trouve dans la montagne, etc., un peu isolé. Et il dit, on va faire venir l'eau jusqu'à nous. Et les autres le regardent avec des yeux ronds, ils disent, mais Wang, tu plaisantes. Comment veux-tu faire venir de l'eau? Ici, on est dans la montagne, on est isolé, on est en 59, au fin fond de la Chine, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a que des chemins. Et les autres villages sont assez éloignés, à peu près à 1 km, 2 km. Et pour ramener l'eau du village le plus proche, il y a 3 montagnes à franchir. Et Wang dit, on va creuser un canal, on va faire un canal et on va amener l'eau jusqu'ici. Évidemment, tollé général, tu es fou. Comment veux-tu faire ça? On n'a aucun outil, on n'a rien, on n'a pas de camion, etc. Et en plus, on a faim, on a soif. Comment veux-tu qu'on fasse ça? Mais Wang est un garçon, les Chinois avec les yeux ronds, oui, j'ai pas fait exprès. Et Wang est un garçon qui a de la suite dans les idées. Et quand il s'accroche à une idée, il n'abandonne pas. Il explique pendant plusieurs réunions aux villageois, il faut à tout prix faire ça. Il explique l'avantage à faire ça plutôt que de déménager, de tout quitter, ou de ne rien faire, ce qui est la pire des solutions. Tant et si bien qu'il arrive à convaincre une partie des villageois, souvent les plus jeunes hommes, comme lui, il a 23 ans, on est en 1959, il les convainc qu'ils vont construire un canal, un petit canal, depuis le village voisin de Yaobei, si je me souviens bien du nom, jusqu'à chez eux, pour amener cette eau qui pourra les sauver. Allez, on s'y met. Alors, ils vont commencer par le plus dur. Wang se dit, on va commencer par le plus dur. Il y a une falaise juste derrière le village.
il va falloir que l'eau passe par la falaise, et ben on va creuser un canal dans la falaise, et le reste sera plus facile, parce que ce sera des petites collines, ce sera beaucoup plus facile. Tout le monde dit d'accord, on lui fait confiance, et on y va pour creuser la falaise. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si les autres y vont, si les autres participent, c'est parce que Wang a une forte personnalité. C'est un leader. C'est un mec qui motive les troupes et on y va. Et un jour, avec leur pelle, leur pioche et leur pic, ils arrivent au sommet de la falaise. Et à ce moment-là, tout le monde se tourne vers Wang pour le regarder. Et Wang se dit, va bien falloir que je descende de la falaise. Et la falaise, c'est une falaise qui est assez haute. Alors il accroche la corde à un arbre et il se laisse descendre avec son pic dans la falaise. Et il commence à creuser, bon, il fait une ligne, etc. Ils font avec les moyens du bord. Et lorsque les autres voient Wang qui fait ça, ils sont d'accord, ils sont motivés et ils y vont. Mais il a fallu que Wang y aille le premier. Et petit à petit, il commence à creuser. Et il creuse. Ce groupe de jeunes hommes motivés commence à creuser la falaise pour créer un canal qui pourrait amener l'eau jusqu'à leur village. Et je vais vous montrer la photo de ce qu'ils ont fait, de ce creux de 170 km, de 170 mètres qu'ils ont fait dans la falaise. Et là, vous allez comprendre pourquoi Wang a fait goût quand il a dû descendre sur la falaise. Le voilà. Alors, vous voyez, le précipice, la falaise, et le canal, là, il est fini, etc. Enfin terminé. Vous voyez, on peut marcher juste. Je ne sais pas si vous imaginez l'énergie qu'il faut, le courage, pour descendre encore d'ici et creuser à même la roche ce canal. C'est assez impressionnant. Oui, il avait le moral. Salut Patrick. Eh oui, ils ont creusé ce canal pour amener l'eau jusqu'à leur village. On est en 1959, ça leur a pris 10 ans. 10 ans pour creuser les 170 mètres ici, à même la roche, avec des cordes au début et ensuite directement en se tenant ici. Attention en dessous, ça tombe. 10 ans. Pourquoi tu fais ça, Wang? C'est la question que j'aurais bien aimé lui poser. Surtout que la suite, elle n'est pas facile. Parce que lorsqu'ils ont fini au bout de 10 ans de creuser ça, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que ça ne marche pas. C'est terrible. Ça ne marche pas. L'eau ne coule pas. Pourquoi? Parce que Wang et ses amis n'avaient pas de connaissances en irrigation, comment l'eau coule. Ils sont dit, on va faire un truc, on va détourner un cours d'eau et ça va marcher. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont creusé pendant 10 ans pour rien. Bon, entre-temps, quand même, il y a eu des pluies, donc ils ont pu avoir de l'eau, mais pas aussi bien qu'avant la grande famine, la fameuse grande sécheresse qui a eu lieu en Chine à la fin des années 50. Tout ça pour rien. 10 ans de travail, 10 ans de creuser avec des piolets, des pics, etc. Pour rien dans ce village. Tout le monde était gris. Sauf Wang, chef de projet. Il a 33 ans à ce moment-là, et Wang dit à ses amis, écoutez, vous avez bossé comme des fous, j'apprécie, non, il n'a pas dit comme ça bien sûr, je fais à ma façon, mais je ne vais pas vous laisser tomber. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller dans la ville la plus proche, et je vais faire des études d'ingénierie sur les systèmes d'irrigation d'eau, pour savoir comment amener l'eau jusqu'à notre village. Les autres n'en reviennent pas, mais tu es fou, ça va, abandonne, on a de l'eau, maintenant ça va. Non! On va faire ce projet jusqu'au bout, ça sera très utile pour le futur. Et sur ce, Wang part dans la grande ville voisine et va commencer à étudier l'ingénierie, les mécanismes des systèmes d'irrigation pour pouvoir utiliser ce putain de système d'irrigation qu'ils ont creusé dans la falaise et qui sert à rien. Eh oui, Wang, c'est pas un gars qui se laisse démonter. C'est pas un gars qui abandonne. Alors, rappelez-vous, il a commencé en 1959. On cause pendant 10 ans dans la falaise. Ça sert à rien, ça marche pas. Eh ben, je vais étudier à l'université et je vais voir comment fonctionnent les systèmes d'irrigation au niveau de l'ingénierie. Et Wang fait ça. Et il va étudier. Alors, ça va prendre du temps parce qu'évidemment, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fasse d'autres choses.
Mais au début des années 90, il revient au village pour de bon. Il a fini ses études. Et maintenant, il leur dit, bon, on s'y remet, maintenant je sais comment faire. Les autres en ont marre. Et ils disent, Wang, mais pourquoi tu veux encore creuser? Et Wang dit, mais parce que c'est bon pour le futur, c'est bon pour nos enfants, on aura plus d'eau, et si jamais il y a une sécheresse, eh ben on n'aura pas les problèmes qu'on a eu en 59, avec la grande famine. Il aurait dû faire l'inverse. Oui, Catherine, il aurait dû faire l'inverse, mais bon, on fait avec les moyens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais expliquer pourquoi après c'est pas grave. Et donc il étudie, et on s'y remet. Et il recommence à creuser, et là il creuse de chaque côté de la falaise, que je vous ai montré là, vous voyez la falaise, donc avant et après, de façon à pouvoir acheminer l'eau. Alors je vais vous passer les détails techniques, parce que moi-même je ne les comprends pas très bien, mais tant et si bien qu'en 1995, donc 5 ans, à peu près 5 ans après avoir repris les travaux, avec une équipe plus grande, parce qu'ils ont associé 2 autres villages, le canal est terminé, l'eau coule à flot, arrose donc les 3 villages, et permet de relancer la culture dans le village de Khao Wangba, le village d'où est originaire Wang. Et pour vous montrer combien ça a été efficace, ils ont juste fait un calcul au niveau de la production du riz dans les rizières. Les rizières étaient asséchées, évidemment. Avant le canal, ils arrivaient à produire dans les 3 villages à peu près 25 tonnes de riz par an. Avec le canal de Wang, créé par Wang, ils arrivent à produire maintenant 400 tonnes. 400 tonnes, c'est non seulement assez bien sûr pour nourrir tous les villages, mais en plus ils peuvent vendre leur production. C'est-à-dire de la richesse qui rentre et de la distribution parmi tous les villageois. Ce qui a permis avec cet argent d'amener l'électricité, un autre projet de Wang, et d'amener aussi une route, de faire une route jusqu'à son village reculé au fin fond de la province de Guizhou. Et tout ça parce que Wang a été têtu. Il faut que je vous montre quand même les photos, parce que le gars, il a du mérite. Il faut quand même voir. Le voici, Wang. Le voici, cette photo a été prise il y a 2 ans. Il est sur la falaise, le canal. Il a maintenant 82 ans. Et il continue à nettoyer son canal. Il est à la retraite, il est plus chef de village maintenant. Mais il continue. Et il continue à creuser, non pas à creuser, à entretenir. Là, j'ai une belle photo. Voilà. Respect pour ce gars-là. Parce que faut avoir un grain de folie. Mais dans la vie, il faut avoir des grains de folie. Pour oser des trucs et faire des choses. Pourquoi on les fait? Pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quel que soit votre boulot d'ailleurs. Et non seulement il est devenu une sorte de héros en Chine, mais maintenant, dans la province de Guizhou, vous voyez, il donne des conférences pour tous les enfants chinois, pour leur expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et pourquoi il a fait ça? On lui a demandé. C'était de la folie. C'était un projet en 59, c'était un projet impossible. Avec ses mains, avec un groupe d'hommes, de creuser cette falaise et de creuser ce canal, qui a pris près de plus de 35 ans à être finalisé. Pourquoi il a fait ça? Et il a eu cette réponse très intéressante, très simple, qu'il n'est pas le seul à faire. Il a eu cette réponse, il a dit, de toute façon, j'allais vieillir, les jours allaient passer, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ma vie aurait passé. Alors autant faire quelque chose d'intéressant, autant être utile, autant apporter quelque chose à mon village, ce qui me permet maintenant, à 80 ans passés, d'être content de ce que j'ai fait. Alors voilà, ça c'est la réponse de Wang, la réponse que donne Wang. Et moi je vous pose la même question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Comme je l'ai dit au début, ça ne rapporte pas toujours de l'argent. Mais pourquoi vous le faites quand même? Qu'est-ce qui vous pousse? Et si vous avez besoin d'avoir un petit coup de peps, qu'on vous remonte le moral, pensez, quel que soit votre projet, que de toute façon, les jours passent. Que vous le fassiez ou pas, les jours passent. Que vous le fassiez ou pas, vous allez vieillir. Et un jour, comme moi, vous mourrez. Donc autant faire des choses qui vous font plaisir, qui peuvent apporter à d'autres, hein, chacun son truc, et avancer de cette façon. Donc que ce soit Catherine dont je parlais tout à l'heure avec ses livres, autant qu'elle le fasse,
Sinon, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à rien. Elle va apporter quelque chose, et elle apporte quelque chose déjà à la société avec son bouquin. Que ce soit Jean-Marie, dont je parlais tout à l'heure, avec sa forêt amazonienne en Guyane, un expert. Il apporte des informations super aux gens qu'il guide dans les forêts. Je pourrais prendre d'autres exemples parmi vous, mais posez-vous la question. Et si par exemple vous pensez que vous n'êtes pas là où vous êtes, pourquoi vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire? Et ne dites pas que c'est une question d'argent, parce que c'est difficile de toute façon. Wang avait pas d'argent, il avait rien, il a fait ce qu'il voulait faire, et finalement il a réussi. Je ne dis pas que ça marchera systématiquement, mais au moins vous avez l'impression d'avancer, vous avez l'impression de vivre, d'exister. Je cherchais le mot. Voilà, on va se quitter avec cette phrase et cette belle histoire de Wang qui nous vient de Chine. Avec ces citations, c'est Suzy qui est rentrée de vacances, et c'est Suzy qui nous propose cette citation. Je vais vous laisser méditer sur ça. Oups. Une année égale 365 opportunités. Et c'est exactement ça. Une année, c'est 365 opportunités d'avancer dans un domaine que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Posez-vous la question. Si vous êtes en chemin et si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et on ne prend pas directement le bon chemin. Regardez Wang, tu me posais la question tout à l'heure, Catherine. Il a commencé par creuser sans connaître et après il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il étudie. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait quand même. Il n'est pas devenu riche, mais au moins, il a fait quelque chose qui lui tenait à cœur et il a réussi à accomplir quelque chose qui sera utile pour les générations à venir dans son propre village. C'est mieux que de ne rien faire. Allez, on se quitte. Épisode 132, c'est terminé. On se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 133, logiquement. On va pas se tromper. Salut les imbrisables. Passez une bonne soirée. Salut François, ça bug chez moi. Et toi? Je suis désolé si ça bug. Mais enfin, c'est terminé. Il y a toujours le replay pour voir. Salut tout le monde. Passez une excellente soirée. Au revoir. Merci. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, je recommence. Passez une bonne soirée.